sont des relations très complexes parce que d'un côté, la croissance a un impact sur les inégalités et d'un autre, les inégalités ont un impact sur la croissance. Si on pense au premier phénomène, on a des mécanismes principaux qui fonctionnent. D'un côté, la technologie. Pourquoi? Parce que les changements technologiques, en général, augmentent la demande pour les travailleurs les plus qualifiés et vont avoir la tendance à augmenter leur salaire et donc les inégalités entre salariés. Mais d'un autre côté, l'éducation est un élément central dans la croissance. Plus d'éducation implique plus d'individus bien formés et avec des habilités, et ça va avoir la tendance à réduire l'écart salarial entre les individus et donc les inégalités. Si on regarde de l'autre côté l'impact des inégalités sur la croissance, à nouveau, on trouve qu'il y a plusieurs effets. Les incitations sont importantes et les inégalités sont un élément fondamental pour créer des incitations. Donc, on a besoin d'un certain degré d'inégalité pour motiver les individus à faire de l'effort, à chercher de nouveaux produits, à investir dans la formation. Mais trop d'inégalités peut créer aussi une absence d'opportunités pour certains groupes de la société et donc on veut réduire les inégalités en bas de la distribution pour que tout le monde ait les opportunités de réaliser leur potentiel, ce qui va nous donner plus de croissance. Donc, si vous voulez, on a des forces dans les deux directions, des forces positives et négatives, et dans différents pays, en différents moments dans notre histoire économique, l'une ou l'autre tend à dominer. Et cette déformation, comme vous l'appelez, est une évolution qu'on a constatée dans les dernières décennies. Pendant longtemps, on a été influencé par l'évolution de la valeur ajoutée aux États-Unis. La partie du travail dans les PIB a resté constante pendant une période très très longue. Quand on a commencé à regarder des autres pays, des autres périodes, on s'est rendu compte qu'en effet, cette partage de la valeur ajoutée n'est pas constante et que dans un certain nombre de pays, entre autres la France, on a vu une augmentation de la part du travail pendant les années 70-80 et une réduction de la part du travail après le milieu des années 80. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Les causes sont encore partiellement comprises, mais pas totalement comprises. Un des facteurs importants, c'est la technologie. Les technologies changent, les rôles du capital peuvent changer au cours du temps, et donc ça, c'est un facteur important. Un autre facteur, c'est la globalisation. Le capital est plus mobile que les travailleurs. La période de globalisation qu'on a vécue pendant les 2 dernières décennies implique que les travailleurs dans un pays sont en concurrence avec des travailleurs dans des autres pays. Ça peut avoir un effet négatif sur leur salaire et donc sur la part du travail. Il y a peut-être aussi des facteurs par rapport à des normes sociales sur comment on rétribue le travail et comment on rétribue les dirigeants des entreprises qui aujourd'hui reçoivent une grande partie de leur rémunération à travers des rémunérations du capital. Quand on pense aux conséquences de ces changements, c'est important de souligner que le mythe du capitalisme populaire n'est pas vrai. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas important, on a tous quelques actions ici ou là, et donc cette part du capital nous revient à tout. Ce n'est pas ça qu'on trouve dans les données. Quand la part du capital est plus importante, on trouve que les inégalités de revenus entre ménages sont aussi plus importantes. Et donc, les conséquences pour la distribution sont extrêmement fortes et cette évolution qu'on a vécue les 2 dernières décennies semble être une des causes de l'augmentation des inégalités entre ménages qu'on trouve dans les données. Pendant une très longue période, les économistes ont maintenu que la redistribution était toujours, ou avait toujours un effet négatif sur la croissance. Je reviens à mon argument précédent, les incitations sont importantes, donc si on a plus de redistribution, on a moins de incitations et les individus ne vont pas faire les efforts nécessaires pour avoir un régime de croissance soutenu. On s'est rendu compte que ce n'est pas nécessairement le cas et il y a des éléments importants. Le premier, c'est que la redistribution peut créer des opportunités. Si on a des individus qui sont contraints dans leurs décisions d'investissement, par exemple en éducation,
une redistribution qui leur permet d'avoir un accès à des formations va augmenter leur capital humain et va augmenter la croissance. Et donc là, on peut avoir un effet positif. Quand on parle des politiques qui visent alors ces deux objectifs en même temps, je pense qu'il y a des éléments fondamentaux. L'un, c'est l'éducation et l'autre, c'est l'innovation. L'éducation, comme je viens de le dire, va favoriser la croissance, mais va permettre aussi d'avoir une distribution de revenus plus égalitaire. Donc, les investissements qui vont dans ce sens, en général, ont accompagné des périodes de croissance positive et de réduction des inégalités. D'un autre côté, on a l'innovation. Et là, les politiques sont peut-être un peu moins claires parce que les innovations sont les résultats des efforts des individus qui ont investi et qui vont avoir de forts rendements à leur investissement en capital, si vous voulez, innovatif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit taxer ces individus ou pas? Il y a beaucoup de débats sur cette question et il y a certains travaux récents qui indiquent que les grands innovateurs réagissent à la taxation de leurs revenus. Donc, une politique importante pourrait être maintenir une imposition forte à nous de l'échelle des revenus, mais avoir plus de coordination internationale pour éviter que les innovateurs, les entrepreneurs, les chercheurs fassent un peu de shopping fiscal entre pays pour aller faire ce travail très créatif et très important pour la croissance dans les pays où la fiscalité est la plus faible. Et donc, je pense qu'une politique au niveau de l'OCDE, par exemple, qui, je ne dis pas va homogénéiser complètement, mais va réduire l'écart de type d'imposition anneau de la distribution des revenus, sera quelque chose de très positif pour la croissance dans tous les groupes OCDE.